à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de cette journée info. Benjamin Netanyahou réussit un coup de maître en se faisant réélire pour un troisième mandat consécutif, le quatrième en tout, et ce, contre toutes les prévisions des sondages. La terreur de retour en Tunisie, des hommes armés ont ouvert le feu dans le musée du Bardo et tué 20 personnes. La Russie a fêté en grande pompe et en présence de Vladimir Poutine les 1 an de l'annexion de la Crimée. Le secrétaire d'État américain John Kerry a affirmé qu'il faudra bien au final négocier avec Bachar al-Assad pour mettre fin à la guerre qui vient d'entrer dans sa 5e année en Syrie. Bonjour Yitzhak Levanon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur l'ambassadeur. Merci de m'avoir invité. Ancien diplomate israélien à Paris, en Colombie, au Venezuela. Vous avez été consul général d'Israël à Boston et au Canada, ambassadeur d'Israël à l'ONU à Genève et au Caire en Égypte. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Vous avez été 4 fois chef de mission, donc vous avez une très longue carrière diplomatique qui va nous aider à comprendre l'actualité. Cette victoire de Netanyahou, elle n'était pas prévue par les sondages. Elle n'était même pas prévue par les sondages à la sortie des urnes. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est vrai que ce n'était pas prévu par les sondages et en fait c'était une surprise. Je crois que c'était une surprise pour Netanyahou lui-même. Oui. Mais c'était une surprise pour tout le monde. Et ça c'est vrai parce que, vous voyez, pendant plusieurs semaines, on nous a habitués que comme quoi il n'y a pas une grande différence entre les deux grands partis. Disons, le Mahane Tsioni ou le parti sioniste, ou bien, moi je l'appelle le Parti travailliste, oui. Parce que c'est toujours le Parti travailliste, et le Likoud, il n'y a pas d'une grande différence. Disons, on a attendu les derniers sondages le vendredi avant les élections, il n'y avait aucun changement. Donc, dans la mentalité des gens, on était prêt à avoir disons, un genre de teco entre les deux. Donc, il n'y avait pas de surprise. Et on a commencé à penser de quelle façon on peut solutionner cette situation-là pour qu'on puisse avoir une coalition qui est viable. Et on a pensé que, bon, voilà, le Parti travailliste ou le camp sioniste va aller avec le Likoud pour former le nouveau gouvernement. D'union nationale. D'union nationale entre les deux grands partis. Et ce qui est beaucoup plus important, on a vu que se faufile à l'horizon l'idée d'avoir deux grands partis. Parce que c'est ça le vrai problème d'Israël. On n'a pas deux grands partis. Ça, c'était à la veille. C'est jusqu'à la veille du scrutin. À la veille du scrutin aussi, et même le matin du scrutin, lorsqu'on est parti pour voter, etc., tout le monde pensait la même chose. La surprise, elle est arrivée pendant la nuit, même après les sondages. Est-ce qu'on pouvait l'anticiper, cette surprise? Je crois que non. Je crois que non, et c'est dû au travail acharné de Netanyahou personnellement, c'est vrai. Dans la dernière ligne droite. Oui, c'est lui qui a amené les gens. Alors, comment est-ce que vous expliquez à propos de Netanyahou, de son travail, quand on regarde les statistiques, c'est très intéressant d'un point de vue socio-économique, quand on regarde les zones, qui a voté quoi et où, c'est très intéressant dans les quartiers riches de Tel Aviv, comme Ramat Aviv, on a voté à gauche en masse, et dans les quartiers pauvres, par exemple dans le quartier de Hatikva, on a voté Netanyahou. Dans les périphéries, dans les zones les plus frappées par la crise économique, ou par le chômage, ou par la guerre, par les missiles cet été, dans toute la périphérie près de Gaza, tout le sud d'Israël, on a voté Netanyahou en masse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la division ethnique, disons, d'Israël, elle n'a pas changé. Quelle division? À quoi vous faites référence exactement? Exactement à ça. Il y a le cœur de Tel Aviv, ou disons Israël, la gauche, elle vit dans son propre monde. Elle ne vit pas, disons, dans la périphérie. Comment ça se fait que les plus faibles ne voient pas dans la gauche quelque chose qui va pouvoir les aider? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de la gauche. Ils ont peur de ce que la gauche est en train de dire. Je n'appuie pas ce pansement, mais c'est la pensée. C'est la pensée que ces gens-là disent, bon voilà, si la gauche va arriver, c'est vrai, il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, et ça ne convient pas. Donc c'est préférable de rester avec le Likoud, même si on souffre un petit peu, parce que Bibi Netanyahou et le Likoud nous ont promis de changer les choses. Maintenant, on est arrivé à ce point-là, qu'il faut changer les choses. Mais vous dites qu'ils ont peur de la gauche. Vous parlez d'un point de vue sécuritaire ou d'un point de vue économique? Tout. Tout. Même d'un point de vue économique, ils ne croient pas à les chances de la gauche de les aider? Non, parce qu'ils ont vu. Ils ont vu que pendant 3 ans, on a parlé beaucoup de la solution des appartements en Israël pour les jeunes, et rien n'est arrivé. On a parlé beaucoup, mais rien n'est arrivé. Les prix étaient à la hausse, ils continuent à être à la hausse. Donc, celui qui vit dans la périphérie,
C'est lui qui travaille très dur et qui, à peine, il a 8 000 francs, shekels. Il se dit, la question, elle est très simple. Si la gauche va venir, elle va donner aux riches, parce que c'est, par définition, c'est la façon dont ils voient les choses. Donc ils ont dit, je préfère mettre Netanyahou. La gauche se voit comme celle qui incarne la justice sociale. Oui, mais elle n'a pas réussi à délivrer ce message aux gens. Aux gens auprès des masses, auprès des plus défavorisés. Parce qu'ils étaient au pouvoir. Une fois, ils étaient au pouvoir. Ils ont été au pouvoir dans le passé, il y a longtemps maintenant. On n'a pas vu ce changement. Je ne dis pas que le Likoud va amener le changement. C'est parce que le changement, il est très difficile. Mais le Likoud, il est contraint aujourd'hui devrait pour amener ce changement. Une dernière question très rapidement, Israël Levanon. On a vu Netanyahou un peu zigzaguer sur la question de l'État palestinien, dire en 2009 qu'il est pour un État palestinien, la veille du scrutin dire qu'il est contre, puis cette semaine dire aux États-Unis, non, vous avez mal compris, je suis pour. Quelle va être la ligne? Je vois aucun zigzag. Il a fait son discours à Bar-Ilan. Je crois que lui, il croit dans cette solution-là de 2 États. Il a ses conditions à lui, ou les conditions du Likoud, qui n'ont pas changé. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans ses interventions à la presse américaine, que ce soit Fox News ou l'autre télévision, que comme quoi il n'a pas changé d'avis, mais il voit que de l'autre côté, il n'y a aucun... Les conditions sur le terrain ont changé. Les conditions sur le terrain ont changé, donc on ne peut pas arriver à cette solution. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur, d'avoir été avec nous. Et l'une des principales interrogations après le scrutin en Israël, c'est la conséquence de la réélection de Netanyahou sur les relations israélo-américaines, qui étaient déjà bien mal au point avant les élections. Avec nous, peut en parler Tal Shalev, correspondante diplomatique d'i24 News en anglais. Bonjour Tal. Hello, Julian. Bonjour Julien. Alors pourquoi est-ce qu'Obama n'a pas félicité Netanyahou directement le lendemain de sa victoire? Well, it depends who you ask, but it's no secret that the Obama administration... Eh bien, ce n'est pas un secret que l'administration Obama n'était pas exactement en train de croiser les doigts pour que Netanyahou soit réélu. Je pense que l'administration est toujours en train de digérer ces résultats. Personne en Israël ne s'imaginait que la victoire serait aussi rapide, ni même Netanyahou. Donc les États-Unis sont en train de réévaluer la situation après cette réélection de Netanyahou et le fait qu'il semble se diriger vers un gouvernement de droite. On entend déjà des officiels américains dire que les États-Unis pourraient changer leur approche suite à cette réélection et aux propos difficiles qu'il a tenus dans la phase finale de sa campagne. Et on a appris dans le New York Times que face à la promesse électorale de Netanyahou de ne pas accepter la création d'un État palestinien, les États-Unis pourraient soutenir les démarches palestiniennes à l'ONU. C'est crédible comme menace? Well, yes, the administration has been mulling a few options since the collapse of the peace talks, the last round of peace talks. L'administration considère plusieurs options, déjà depuis l'échec des pourparlers de paix l'année dernière. L'option de l'ONU est sur la table depuis un moment, mais suite aux propos controversés de Netanyahou, selon lesquels il ne soutiendrait plus la solution des 2 États, il ne soutiendrait plus un État palestinien, eh bien l'administration Obama a prévenu du fait qu'il y aura des conséquences réelles à cela. Il y a 2 domaines importants qu'il faut observer dans les jours et les semaines à venir. Premièrement, le Conseil de sécurité de l'ONU, où l'administration Obama risque de montrer son soutien pour la reconnaissance d'un État palestinien dans les frontières de 1967. Et deuxièmement, il faut aussi regarder ce qu'il se passe à la Cour pénale internationale. Les Palestiniens ont dit qu'ils ont l'intention de renforcer leur démarche devant cette Cour et je pense qu'il sera intéressant de voir si les États-Unis vont suivre cette démarche originale et vont suspendre le financement de l'autorité palestinienne après qu'elle rejoint officiellement la CPI le 1er avril prochain. Tal, Netanyahou et Obama ne s'apprécient pas du tout, mais ils sont coincés l'un avec l'autre. Concrètement, que peut-il se passer à présent? Well, I think that the relationship between Obama and Netanyahu has reached so many lows in the past years. Eh bien, je pense que la relation entre Obama et Netanyahou a touché le fond tellement de fois au cours des dernières années, et plus particulièrement au cours des dernières semaines, après le discours au Congrès, que je ne pense pas que ça ait des implications significatives pour le moment. D'après ce que j'entends de la part d'officiels américains, les États-Unis n'ont pas l'intention de couper le soutien militaire ou financier à Israël, mais Obama veut rester en dehors de tout ça. Il veut laisser les relations avec Jérusalem au secrétaire d'État John Kerry et au Pentagone. Et puis il a aussi nommé un nouvel envoyé pour la région, Rob Malley, un ancien conseiller de Clinton. Cette décision n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour Israël. Il est connu pour ses opinions critiques à l'égard d'Israël, donc tout ça sera intéressant à voir. Et de son côté, Netanyahou attend le départ de l'administration Obama dans 1 an et demi et espère renouer les liens avec le prochain président. Alors justement, à propos de la possibilité d'un autre président, on a vu les Républicains soutenir Netanyahou contre Obama dans le dossier du nucléaire iranien. On peut imaginer que ça se reproduise dans le futur sur d'autres dossiers?
I definitely expect the Republicans to continue to back Netanyahu. Je m'attends absolument à ce que les républicains continuent à soutenir Netanyahou. Il y a une raison politique très simple pour cela. Le financeur principal de Netanyahou, le millionnaire américain Sheldon Adelson, finance aussi beaucoup de candidats du Parti républicain. Donc bien sûr, ils vont soutenir Netanyahou. Au-delà de cela, Netanyahou représente une position sur laquelle beaucoup de membres du Parti républicain sont d'accord, surtout en ce qui concerne l'Iran. Donc je pense que oui, ces liens vont continuer dans les mois à venir alors que Netanyahou forme son prochain gouvernement. Merci beaucoup, Tal Shalem. Merci beaucoup, Julien. Allez, on passe au reste de l'actualité internationale. Vladimir Poutine a beaucoup fait parler de lui le week-end dernier suite à sa mystérieuse disparition. Quelques jours plus tard, il était bel et bien présent aux célébrations du rattachement de la Crimée à la Russie. Avec nous, pour en parler, nous rejoint depuis l'Est de l'Ukraine, Vladimir Soloï. Bonjour. Hello Julian, good to be with you. Alors dites-nous, où était Vladimir Poutine lorsque certains l'ont donné pour mort? Well, Julian, there were a lot of speculations and rumors, especially in Ukraine, around Putin's disappearance. Eh bien, Julien, il y a beaucoup de rumeurs sur la disparition de Poutine, surtout en Ukraine. Certaines de ces rumeurs étaient folles. On disait qu'il était malade, qu'il a eu une injection de Botox qui a mal tourné. Une autre rumeur disait que sa nouvelle femme a accouché en Suisse et qu'il y est allé. On ne sait toujours pas où il était pendant ces 10 jours pendant lesquels il n'a pas été vu en public. Ni les officiels russes, ni les médias russes n'ont donné d'informations à ce sujet. Les Ukrainiens et les gens partout dans le monde se demandent toujours ce qu'il s'est passé pendant les 10 jours de sa disparition. On est 1 an après le rattachement de la Crimée à la Russie. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette région aujourd'hui? Well, if we're talking about Crimea, the future seems to be very disturbed. Eh bien, si on parle de la Crimée, l'avenir semble être très instable. Malheureusement, la Crimée n'a pas fait l'expérience du miracle économique que les gens ont espéré lorsqu'ils ont voté pour rejoindre la Russie lors du référendum. Aujourd'hui, ils font partie de la Russie et rien de cela n'a eu lieu. La Crimée dépend beaucoup du tourisme. C'est une destination touristique surtout pour les Ukrainiens. Mais après l'annexion de la Crimée par la Russie l'année dernière, eh bien, la plupart des touristes ukrainiens ont décidé de ne pas y aller pour leurs vacances. En plus, contrairement à ce que le Kremlin espérait, il n'y a pas eu beaucoup de Russes qui sont venus en Crimée après l'annexion l'été dernier. Et puis la situation avec les médias en Crimée est compliquée. Il y a beaucoup de pression de fait sur les médias pro-ukrainiens en Crimée. Il y a aussi une minorité en Crimée, les Tatars, qui sont pro-ukrainiens, qui ont leur propre chaîne de télé. Et cette chaîne a été fermée maintenant. Donc l'avenir de cette région est vraiment très compliqué. Vladimir, vous êtes à l'est de l'Ukraine. Quelle est la situation du cessez-le-feu sur le terrain? Well, I'm currently, that's correct, I'm currently in eastern Ukraine, and moreover, I'm in the front line town of Shastia. Oui, je suis là dans l'est de l'Ukraine, dans la ville de Shastia, et vous le voyez derrière moi, c'est une ville fantôme. C'est une ville de 15 000 habitants habituellement, et lorsque j'ai parlé aux habitants, ils ont dit qu'avant, pendant le week-end, beaucoup de gens venaient passer du temps ici pour leurs loisirs. Mais aujourd'hui, cette ville est déserte, il y a très peu de monde. C'est une ville qui a beaucoup souffert pendant les combats, avant le cessez-le-feu. Il y a beaucoup de destruction. Mais la situation y est plutôt calme en ce moment. On n'entend plus les bombardements, même s'il y a quelques coups de feu par-ci par-là. Vladimir, une dernière question. Est-ce qu'il y a une chance que les deux Ukraines, de l'Est et de l'Ouest, se réconcilient un jour? Well, to answer this question, we have to take a step back and look at the picture of. Eh bien, pour répondre à cette question, il faut prendre du recul et regarder la situation. Il n'y a pas de division entre Est et Ouest en Ukraine. There is no clear division which Russian media tries to portray. Il n'y a pas de division claire, comme le disent les médias russes. Il y a beaucoup de gens qui habitent dans l'est de l'Ukraine, qui soutiennent l'Ukraine et même qui se battent aux côtés des pro-ukrainiens. Il y a seulement quelques jours, j'ai parlé ici avec une femme qui est russe. Elle est née en Russie. Elle m'a dit qu'avant la guerre, elle considérait l'Ukraine et la Russie comme ses pays d'origine. Elle ne faisait pas la différence entre les deux. See the distinction between the two. She was freely traveling back and forth, Ukraine and Russia. Elle avait des amis dans les deux pays, mais aujourd'hui, après la guerre, elle a dû prendre un parti, celui de l'Ukraine. Elle habite à Donetsk, elle a été détenue et torturée par les pro-russes, et maintenant qu'elle a été libérée, elle se bat aux côtés de l'armée ukrainienne. Il y a beaucoup d'exemples comme celui-ci où vous voyez des Russes qui habitent ici et qui se battent pour l'Ukraine, pour défendre leur pays de l'agression russe. Merci beaucoup.
d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions depuis l'Est de l'Ukraine. Merci Julien, c'était un plaisir d'être avec vous. Et c'était Le Monde de cette semaine tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.